Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifié. Chaque épisode va se dérouler en 3 temps. Immersion, analyse, action. D'abord immersion. Je vais lire un conte. C'est un moment où on va voyager dans un autre espace-temps et repousser les limites de notre monde réel. Ensuite, analyse. On va analyser le conte, repérer ses clés, symboles et messages cachés. Et pour finir, action. Je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion en lien avec le conte. Aujourd'hui, je vais te lire un conte que j'ai écrit. Il s'appelle La Petite Colombe et il fait partie du recueil de contes Le Narcisse magique publié aux éditions de l'Harmattan. Tu es bien installé? Alors écoute. Il était une fois le prince Alexeï. Un jour, le prince rencontra une belle princesse et en tomba éperdument amoureux. Aussitôt, il lui demanda sa main. La princesse accepta et leur mariage fut célébré dans tout le pays. Le jeune couple vivait un bonheur sans nuages. Jusqu'au jour où le prince Alexeï remarqua que sa bien-aimée se levait la nuit et disparaissait durant plusieurs heures. Toutes les nuits, la même chose se produisait et le prince décida un soir de suivre sa femme pour en avoir le cœur net. À minuit tapante, il la vit quitter le lit et emprunter un petit escalier menant à la cave. Elle n'y resta que quelques instants et en ressortit avec un manteau de plumes sous le bras. Puis, elle sortit dehors au clair de lune. Le prince Alexeï, intrigué, se cacha derrière un gros chêne et put voir sa femme contempler la lune, longtemps, les yeux emplis d'une tristesse étrange. Soudain, la princesse jeta le manteau sur ses épaules et se transforma en petite colombe blanche qui s'envola haut dans le ciel. La nuit suivante, la même chose se passa. La 3e nuit, le prince Alexeï attendit que la maison fût endormie et peu avant minuit descendit à la cave. Il y trouva le manteau de plumes et décida de le brûler sur le champ. Sans plus tarder, le prince jeta le manteau dans les flammes qui le dévorèrent avec avidité. Quelques instants après, la princesse apparut sur le seuil. En voyant les restes du plumage en train de se consumer dans les flammes, elle comprit ce que le prince venait de faire. Elle lui dit alors d'une voix emplie de tristesse : « Tu as fait une chose terrible, mon époux. Pourquoi ne m'as-tu rien demandé ? Si tu l'avais fait, je t'aurais dit qu'il ne restait plus qu'une seule nuit avant que je puisse te révéler mon secret. Mais tu as été trop impatient, et cela a un prix. Je dois te quitter à présent. Si tu décides de partir à ma recherche, sache que ta route sera longue et périlleuse. » Sur ces mots, la princesse disparut. Le prince Alexeï était inconsolable. De terribles remords tourmentèrent son âme toute la nuit. Au petit matin, sa décision était prise. Aussi longue et périlleuse que soit cette route, il allait retrouver sa femme, coûte que coûte. Au début, ce fut une grande route droite. Le prince Alexeï la suivit jusqu'à ce qu'il arriva au croisement de 4 chemins. Il s'arrêta, ne sachant quelle direction choisir, et il lut les panneaux. Le panneau du chemin menant vers le sud indiquait la prospérité.
Celui vers le nord, le triomphe. Celui vers l'ouest promettait la fortune. Et le chemin de l'est menait vers l'inconnu. Le prince Alexeï hésita un peu, puis décida de choisir le chemin de l'ouest, qui promettait la fortune. Alors, avec la bonne fortune, on peut tout réussir. Triompher des obstacles pour retrouver ma bien-aimée et jouir de la prospérité, pensa le prince. Il avait déjà fait quelques pas sur ce chemin lorsqu'il entendit en son fort intérieur une petite voix, à peine audible, lui conseillait de choisir le chemin de l'Est, celui qui menait vers l'inconnu. Quel étrange conseil, se dit le prince, étonné. Mais la petite voix insista un peu, et le prince Alexeï décida de l'écouter. Ainsi, il prit le chemin de l'Est, celui qui menait vers l'inconnu. Le prince marcha longtemps. Le soleil commença à décliner et une légère fatigue se fit sentir. Alors il décida de s'arrêter dans une jolie clairière pour se reposer un peu. Il s'assit dans l'herbe et donna libre cours à ses sombres pensées. Il ne savait où ce chemin le menait, ni si, tout compte fait, il avait eu raison de le choisir. Rien ne lui disait que c'était dans cette direction qu'il fallait chercher sa bien-aimée. Rien si ce n'était sa petite voix intérieure. Mais pouvait-il lui faire confiance à cette petite voix? Le prince Alexeï était troublé. Soudain, son regard tomba sur l'entrée d'une grotte, non loin de l'endroit où il était assis. Il se leva et s'en approcha pour voir de plus près. Une nuit noire régnait à l'intérieur. Il fit quelques pas dans la grotte, mais ne put continuer tellement l'obscurité était grande. Il allait en ressortir lorsqu'il sentit quelque chose de doux et chaud dans sa main. Quelques instants après, une petite lumière apparut. C'était une pelote de laine avec une minuscule flamme au bout du fil. Le prince sourit à cette heureuse surprise. À la lumière de cette petite flamme, il vit que la grotte avait plusieurs passages souterrains. Mais lequel empruntait? Tout à coup, le fil se mit à se dérouler tout seul, comme pour lui indiquer le chemin, et le prince le suivit sans se poser de questions. À mesure qu'il avançait, la pelote diminuait dans sa main. Bientôt, il ne resta plus que quelques toises de fil. Quand le prince Alexeï se retrouva dans une vaste salle au milieu de laquelle trônait une grande coupe avec un feu ardent brûlant à l'intérieur. Il fallait éteindre ce feu pour découvrir le contenu de la coupe. Il essaya, encore et encore, mais toutes ses tentatives furent vaines, la flamme restait intacte. Alors, le prince se pencha au-dessus de la coupe et regarda les flammes, impuissant. Il pensa que jamais il ne parviendrait à éteindre ce feu, et une larme de désespoir coula sur sa joue avant de tomber dans la coupe. Le feu se mit à flamber de plus belle. Puis, il pensa à son bonheur perdu par sa faute et une larme de rage coula sur sa joue avant de tomber dans la coupe. Le feu devint encore plus puissant. Puis, il pensa à sa femme bien-aimée. Où était-elle à présent? Quel terrible sort était-elle en train de subir? Et une larme d'amour coula sur sa joue avant de tomber dans la coupe. Et là, miracle, le feu s'éteignit tout seul.
Le prince Alexeï se pencha au-dessus de la coupe et vit qu'elle renfermait un œuf. Que pouvait-il y avoir à l'intérieur? Il tenta de le casser, mais en vain. La coquille était dure comme une pierre. Il essaya encore et encore, mais rien n'y fit la coquille de l'œuf résister à tout, alors qu'une pierre se serait brisée depuis longtemps. Épuisé, le prince s'effondra au sol. Il n'avait pas la moindre idée sur ce qu'il convenait de faire, ni la force pour y réfléchir. Alors il glissa l'œuf dans l'ouverture de sa veste, près du cœur, s'allongea et tomba dans un sommeil profond. Le prince Alexeï se réveilla en sursaut quelque temps après. Il n'aurait su dire combien de temps il avait dormi, mais il se sentait ragaillardi et plein de forces nouvelles. Il sortit l'œuf de sa veste avec la ferme intention d'en venir à bout. C'est alors qu'il entendit un petit bruit sourd et aperçut, stupéfait, qu'une fêlure sur la coquille est apparue. L'œuf céda facilement, et le prince trouva à l'intérieur un petit anneau posé délicatement sur un lit de plumes. Sans se poser de questions, il glissa l'anneau à son doigt et quitta la grotte. Dehors, le soleil était déjà en train de décliner et la lune fit son apparition timide dans le ciel. La douce lumière de ces deux astres emplit le monde alentour d'une étrange sérénité. Le prince aperçut alors le reflet de la lune qui dansait sur l'anneau. Au même moment, une petite colombe blanche descendit du ciel et vint se poser sur l'épaule du prince. Ce conte est maintenant terminé. Je propose qu'on analyse ces messages et ces symboles. Et ils sont nombreux. Alors j'ai appelé cet épisode « Notre Moitié ». On peut bien sûr comprendre ce titre comme une relation de couple, un partenaire qui nous complète, oui, ça c'est sûr, mais pas que. Je parle aussi de l'autre partie de nous qui se trouve à l'intérieur de nous. Cette autre partie que Jung, Carl Gustav Jung, appelait animus et anima. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont deux fonctions de notre âme chez chacun d'entre nous. Jung disait, l'âme possède donc chez l'homme un indice féminin qui s'appelle anima et chez la femme l'indice masculin animus. Alors dans son livre Jung, Frédéric Lenoir nous donne les définitions de ces animus et anima plutôt très compréhensibles et assez complètes et on va donc aller les chercher là. Donc il dit animus se rattache au principe masculin, à tout ce qui est esprit, volonté, engagement, autorité, combativité ou encore puissance. L'anima, c'est donc le principe féminin, on l'a dit, se rattache aux émotions, sentiments, tendresse, sensibilité ou encore intuition. Et en fait, cette bisexualité psychique, en quelque sorte, nous dit Frédéric Lenoir, est tout d'abord le reflet d'un fait biologique. La prédominance de gènes mâles ou femelles à l'origine de la détermination du sexe. Et ce qui implique qu'il reste quelques gènes, un nombre restreint de gènes, du sexe opposé, reste actif en chacun d'entre nous. Voilà, c'est intéressant. Donc très bien, nous avons en chacun de nous ces deux parties, féminine et masculine. Et la question est, qu'est-ce que ça implique pour nous? Exactement, au quotidien, comment on vit avec? Et déjà, est-ce qu'on en est conscient? Alors, maintenant, regardons le conte, qui nous parle précisément de ça.
Donc dans le conte, au départ, c'est le bonheur sans nuages, l'harmonie totale et complète, c'est formidable. Le prince Alexeï, un homme, il incarne donc parfaitement ces caractéristiques masculines dont on vient de parler. Il a besoin d'exercer une certaine autorité. Comment il le fait? En contrôlant. Alors il va observer, ou plutôt il va épier ce que fait sa femme la nuit. Le prince Alexeï, il a besoin d'agir aussi. Et dans le conte, agir avant même de comprendre quoi que ce soit en fait. Il a besoin de décider, il a besoin de trancher. Et il va brûler le manteau de plumes de sa femme. Déjà, je dirais que cet acte en soi est très révélateur. Quel besoin est-ce qu'il a de brûler ce manteau qui n'est pas à lui en fait? Il ne lui appartient pas. Mais par cet acte même, le prince montre que dans son esprit, son épouse lui appartient. Et donc le manteau aussi. En fait, ce n'est pas un mariage dont il s'agit ici. Pas un vrai mariage ou pas une véritable union. Ici, on voit un couple dans lequel l'un doit appartenir à l'autre. Voilà. Dans ces conditions, donc, la princesse part. Et avant de partir, elle lui dit, je cite le conte, « Tu as été trop impatient et cela a un prix. Je dois te quitter à présent. Si tu décides de partir à ma recherche, sache que ta route sera longue et périlleuse. » Elle ne le quitte pas en fait pour le punir. Elle doit partir. C'est dans l'ordre des choses. Cette décision de partir la dépasse même. En tout cas, le chemin vers l'union du couple, mais en fait aussi et surtout, ce qu'il faut comprendre ici, c'est l'union des opposés chez un être humain. Ce chemin-là, le conte nous le dit, sera long et périlleux. C'est ce qu'on doit comprendre et intégrer. Donc notre prince est très malheureux, inconsolable même, nous dit le conte. Son âme est tourmentée, il se morfond toute la nuit et au petit matin, sa décision est prise, nous dit le conte, il part à la recherche de sa bien-aimée. Le prince n'a aucun problème pour prendre des décisions. Et c'est d'ailleurs l'une de ses forces. Il n'est pas question de perdre ça, évidemment. Mais il faut aller plus loin. Il faut se développer, se transformer. Ainsi va la vie. Maintenant, pour le prince, il s'agit d'apprendre d'autres qualités qu'il ne possède pas encore. Son chemin vers la princesse, ce chemin long et périlleux là, c'est ce que Jung appelle le chemin d'individuation. Individuation, en fait, signifie devenir indivisible. Autrement dit, devenir uni, unifié. Donc le chemin pour retrouver, le chemin du prince pour retrouver sa bien-aimée ne se déroulera pas dans l'action et le combat. Le prince, on aura déjà compris, est plutôt initié aux lois solaires du monde, du masculin, aux lois d'animus. Dans cette quête-là, il devra contacter le monde du féminin, le monde des émotions, de la sensibilité, de la lune, non pas du soleil. Ce monde qui, lui, est encore totalement inconnu. Et c'est donc dans ce monde-là qu'il va pouvoir retrouver son anima, la partie féminine de son âme. Commence donc sa quête. Et cette quête est parsemée, alors d'embûches, oui, mais de symboles aussi. Et regardons ça de plus près. Alors, sur le chemin, le prince va se laisser guider par son intuition. Cette petite voix qu'il entend au fond de lui. Et le conte précise, une voix à peine audible. Et d'ailleurs, dans tous les ouvrages qui traitent de l'intuition, on décrit cette voix précisément comme ça. Ça n'est pas une voix qui crie, qui est forte. C'est vraiment une voix
une petite voix à peine audible. Il faut faire silence pour l'entendre. Et ensuite, bien sûr, il faut accepter de l'écouter. Et donc, le prince, il commence d'abord par ne pas l'écouter, justement. Il commence par raisonner. C'est ce qu'on fait tous. Il va exercer, justement, sa déduction mentale. Donc, il dit, je cite le conte, il se dit, « Avec la bonne fortune, on peut tout réussir, triompher des obstacles pour trouver ma bien-aimée et jouir de la prospérité. » Voilà, il pense comme ça, il raisonne. Mais il finit, contre toute attente d'ailleurs, par suivre cette petite voix, et son conseil est totalement incompréhensible, étrange même, aller vers l'Est, vers l'inconnu. La première étape est accomplie ici. Il choisit, en le pressant, le bon chemin. Ensuite, il va devoir descendre dans la grotte. Autrement dit, passer de la lumière, la lumière solaire, vers les ténèbres. Et là encore, on est dans le principe féminin. Parce que descendre dans la grotte, ça veut dire aller dans le monde de l'inconscient. Et là, aucune loi solaire ne peut régir ce monde de l'inconscient. Dans la grotte, le prince va découvrir une coupe, un autre attribut féminin. Et à l'intérieur de cette coupe, brûle un feu. Et bien sûr, le contenu de la coupe n'est pas accessible tant que le feu est en train de brûler à l'intérieur. Mais en fait, on sait, on pressent évidemment que la clé ou un indice, là, un peu comme dans les escape games, l'indice se trouve à l'intérieur de la coupe. Mais voilà, comment accéder à cet indice? Le prince va devoir éteindre le feu. Ni ses larmes d'auto-apitoiement, ni ses larmes de rage ne sont d'aucune aide ici, aucune. C'est même pire, le feu brûle encore plus fort, nous dit le conte. Et ça n'est que lorsqu'il parvient à ouvrir son cœur, il va verser une larme d'amour, que le feu s'éteint. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il découvre à l'intérieur de la coupe? À l'intérieur de la coupe se trouve un œuf, encore un autre symbole, et il symbolise quelque chose qui est prêt à naître, prêt à éclore, mais peut-être aussi, cette chose peut rester éternellement à l'état du potentiel, si on n'arrive pas à ouvrir l'œuf. Par contre, cet œuf apparaît totalement indestructible. Aucune force n'arrive à le casser, ou en tout cas, la force du prince ne semble pas être à la hauteur de la tâche. Mais en fait, la force ici, encore une fois, ne sert à rien. On n'est pas dans le monde du masculin, le prince est en train d'apprendre le monde du féminin. Il est en train de l'appréhender, l'approcher, l'apprivoiser. Le conte nous invite ici à l'inaction. Encore une qualité que le prince ne possède pas encore. Il est plutôt fort dans le monde de l'action. Et surtout au début du conte, on se souvient, on le voit, il est même le roi de l'action impulsive. Le roi ou le prince. Et ça n'est que lorsqu'il accepte le repos et l'inaction qu'il va pouvoir entrer dans l'œuf. L'œuf va, une petite fissure va apparaître sur l'œuf et finalement, sans aucun effort, l'œuf va s'ouvrir et le prince va accéder à l'anneau qui se trouve au cœur de l'œuf. Encore un autre symbole, et c'est le symbole de l'union, évidemment. L'union avec sa bien-aimée, l'union de l'anima et de l'animus, et l'union de son âme à lui. Donc, le prince met l'anneau à son doigt. Et c'est à ce moment-là qu'il va enfin pouvoir sortir de la grotte, donc rebrousser chemin de l'inconscient vers le conscient, quitter le monde de l'obscur et remonter vers la lumière. Et qu'est-ce qui se passe alors? Je cite le conte.
Dehors, le soleil était déjà en train de décliner et la lune fit son apparition timide dans le ciel. La douce lumière de ces deux astres emplit le monde alentour d'une étrange sérénité. On sent déjà cette ambiance de douceur, de sérénité. La lumière est douce. Ça n'est pas la lumière du soleil à son zénith, la lumière aveuglante. Non, la lumière ici, elle est douce, elle est subtile. Et la lune est déjà dans le ciel. Et c'est ce qu'on appelle golden hour, l'heure dorée. En fait, la lumière à ce moment-là de la journée, vers 4-5 heures, est la plus belle et le monde alentour devient particulièrement beau et même mystérieux. Et c'est le moment où d'ailleurs tous les photographes du monde recherchent le plus parce que ça rend les choses incroyablement belles. C'est magique. Donc cette lumière, elle est unique et elle est propice au rêve, au mystère, à quelque chose qui serait de l'ordre du divin. D'ailleurs, si on augmentait l'intensité de lumière, on sortirait tout de suite de cette atmosphère-là. L'ambiance serait cassée et la magie ne serait plus là, mais on ne veut pas ça. On veut rester dans cette lumière, dans ce moment unique, pour que la rencontre entre les deux astres puisse avoir lieu. La rencontre entre le soleil et la lune. La rencontre entre les deux êtres qui s'aiment. Et la rencontre entre les deux parties d'un être. Et c'est ce que Jung appelait le mariage alchimique. Donc, dans cette lumière douce, gentiment dorée, se produit quelque chose. Se produit cette union tant désirée. Et je cite la fin du conte. Le prince aperçut alors le reflet de la lune qui dansait sur l'anneau. Au même moment, une petite colombe blanche descendit du ciel et vint se poser sur l'épaule du prince. Voilà. Le prince Alexeï, après avoir traversé des épreuves, il a grandi, il a mûri, et il est devenu complet, parce qu'au cours de son voyage, il a pu intégrer sa part du féminin, son anima. Et le prince a donc achevé son individuation à lui, au sens jungien du terme. Il est devenu donc uni, il est devenu indivisible. Et je reprends un extrait du livre Jung de Frédéric Lenoir. Le mariage des opposés complémentaires, suscité par l'anima et l'animus, préfigure la finalité naturelle du processus d'individuation, l'accomplissement de la complétude. Voilà. Le prince est donc maintenant un être complet. Il est dans sa complétude. Alors enfin peut avoir lieu une vraie rencontre entre les deux êtres qui s'aiment. La colombe blanche vient se poser sur l'épaule du prince. Un joli conte. Je te propose un exercice pour commencer à appréhender, à faire connaissance avec cette autre partie de toi-même, de ton âme. Je t'invite à décrire ton animus, si tu es une femme, donc ta part de masculin, ou ton anima, si tu es un homme, la partie féminine de ton âme. Et je t'invite à revenir au début de l'analyse, là où je donne les définitions de anima et animus, si tu as besoin, bien sûr. Et essaye de décrire ton anima ou ton animus avec le maximum de détails. Des détails spécifiques, le plus spécifique possible. Des ressentis aussi. Et là encore, ça n'est pas un exercice à faire dans ta tête. Je pense que noter serait vraiment très approprié ici. D'autant plus que c'est un matériau qui va te servir.
parce que c'est juste une première étape de ce processus d'individuation que chacun devrait chercher à accomplir au cours de sa vie, dans la mesure du possible, bien sûr. Donc, on n'ira pas plus loin sur ce sujet dans le podcast d'aujourd'hui, et ce sera déjà une première bonne base pour poursuivre ce travail d'individuation. Et bien sûr, je t'invite à me contacter si tu souhaites aller plus loin. Je remettrai ces questions dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi mon adresse email et les liens vers mes comptes LinkedIn et Instagram pour me contacter. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me contacter. J'aime bien recevoir les questions et les feedbacks de mes auditeurs et je réponds toujours. Si tu veux aller plus loin et entamer un travail personnel avec moi, je te donne rendez-vous sur mon site internet lerefletdescontes.fr. Une séance de 30 minutes est offerte. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau conte et une nouvelle expérience sur le chemin de la connaissance de soi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ça aidera à faire connaître le podcast. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater la sortie de nouveaux épisodes. Merci de m'avoir écouté. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son conte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton conte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera ? À très vite pour un conte.